Les défis, on les connaît, ils sont révélés depuis 20 ans par les programmes de comparaison internationale qui traversent l'organisation et la production de notre système scolaire. Et le plus important, parce qu'il est le plus résistant, en dépit de ces messages, c'est la grande difficulté à surmonter l'inégalité de production de ces résultats avec la difficulté qu'on a au bout du compte à avoir un système scolaire très intégrateur et qui garantisse la réussite à l'ensemble des élèves qui l'accueillent. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'étranger, on trouve exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on a un système français qui fait réussir excellemment et une très grande proportion d'élèves, parce que tout simplement les catégories socio-professionnelles qui l'accueillent, la motivation des élèves et de leurs familles sont des pronostics, à chaque fois permettent de pronostiquer des résultats excellents. Donc on se trouve à obtenir des résultats avec 70% de mentions dans un établissement scolaire normal, quoi. Bon. Ça, c'est le premier défi. Il est évidemment très important. Et tous les messages qui sont aujourd'hui délivrés sur l'inclusion, sur l'accompagnement, sont autant de signaux qui doivent être entendus, bien entendu par le corps enseignant. Alors, l'autre défi, c'est en France la déliaison entre la prestation de l'enseignant et le résultat de l'ensemble du système à l'échelle de l'établissement. Et c'est structurellement quelque chose d'assez lourd à gérer. Et il faudra sans doute que cela bouge au travers, c'est ce que nous recherchons, d'une culture d'établissement qui favorise davantage, je ne dirais pas l'engagement de chaque enseignant, car l'engagement existe. C'est plutôt la conscience par le collectif de ce qu'il doit faire pour que les résultats escomptés soient produits. Mais bien entendu, il y a des points forts aussi, et l'appréciation générale, l'estime que les publics, français bien sûr, et étrangers, peuvent avoir de l'école française, c'est tout simplement sa capacité, et ça vient au bout du compte de l'héritage humaniste européen et français, à produire des esprits qui, in fine, sont libres, très autonomes dans leur capacité à juger, pourvu, bien sûr, qu'on arrive à transmettre ça à l'ensemble des élèves. Mais ça reste un point très fort qu'il ne faudrait pas perdre. Dans le monde actuel, si nos établissements ne savent pas comprendre, au double sens de je comprends et j'admets, j'accepte, je travaille sur la diversité, qui bien sûr se traduit ensuite par des identités individuelles forgées par des langues, des cultures familiales, des cultures d'origine différentes, il y a de fortes chances pour que l'échec soit au rendez-vous. À l'étranger dont je parle, je suis témoin actuellement, c'est évidemment un des grands points forts, à mon sens, une des grandes révolutions qu'est en train d'accomplir à l'extérieur l'enseignement français, c'est de passer d'un enseignement monolingue sur de la langue française à la preuve que des apprentissages, depuis les compétences du socle jusqu'à l'examen terminal qui est le baccalauréat, peuvent se construire avec une langue française pivot de l'apprentissage des autres langues et dans les autres langues. Ce n'est pas totalement advenu en France, mais ça viendra. Et c'est ce que nous produisons à l'extérieur. Alors évidemment, c'est un défi énorme. Mais il n'y a pas le choix. On le voit bien dans la composition des publics en France, qui est de plus en plus hétérogène. On le voit bien dans le souhait que nous avons tous de vivre comme des Européens, avec des modes de circulation, d'accueil, qui permettent, au fond, de procurer un confort dans la vie quotidienne
du plus grand nombre, on passera par là. Alors la grande différence, et il ne faudrait pas se méprendre sur ma réponse, l'école n'est pas une école de langue. Il y a des officines qui font ça. C'est une école en langue et une école de l'interculturel. Et je pense profondément que l'histoire du système français, même si c'est difficile, reste profondément ancrée dans cette capacité à produire de l'interculturel parce que nous procédons de ça. On l'a fait pour l'intégration nationale, c'était l'école de la fin du XIXe siècle, de la République. Et maintenant, bien sûr, ce pays, parce qu'il le veut, est capable, en effet, par la transformation progressive de son école et les ambitions qu'elle se donne de plus en plus fortes, de faire remonter les apprentissages, encore une fois, en langue et de cultures différentes, de plus en plus en amont du système, depuis le plus jeune âge. Il y a encore des progrès à faire, c'est l'avenir. La clé de tout ça, bien entendu, c'est la compétence des acteurs, la compétence des collègues, depuis l'école jusqu'au lycée. Et c'est une compétence qui n'est pas, encore une fois, qui ne peut plus être sectorisée et cantonnée dans les différentes disciplines. Non. Bon, le premier degré est déjà un système très intégrateur par lui-même, mais le second degré doit l'apprendre, ça aussi. C'est l'affaire de tous. Et c'est l'affaire de toutes les disciplines ensemble. C'est la raison pour laquelle la culture de projet dans l'établissement doit reprendre de la vigueur. En soi, la mobilité est un atout. Sortir de chez soi, c'est sortir de soi. Et c'est se voir, s'analyser, s'interroger autrement dans ses pratiques, dans sa manière d'être, dans ses comportements, dans son mode relationnel. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus se laisser emporter par des formules magiques. Ce n'est pas parce qu'on bouge, qu'on change. Et pour que la mobilité, et pour nos cadres c'est évidemment très important, mais c'est vrai pour tout le monde, est une véritable vertu, c'est-à-dire qu'elle serve la fonction que l'on assume, il y a un certain nombre de conditions. La première de ces conditions, c'est tout simplement que on accepte de sortir de soi, c'est-à-dire que la rencontre soit la possibilité, engendre la nécessité d'une véritable élaboration. Par exemple, c'est vrai dans toute la relation interculturelle. Si je rencontre quelqu'un qui ne me plaît pas et que je dis je le tolère, tolérer c'est négatif. Ça veut dire qu'il est là, que je reste là, mais qu'il ne se passe rien. Si je porte un jugement et que j'aboutis, mais qu'en même temps, je dis il existe, je le respecte. Ça s'appelle le relativisme. Ça veut dire que c'est la juxtaposition de deux systèmes de pensée, le sien et le mien. Mais au bout du compte, ça ne change rien. En revanche, et on revient à la question précédente, la vertu qu'on attend de la pédagogie française, nous avons beaucoup travaillé sur ce qu'est une pédagogie laïque, c'est de dépasser ça par une forme de jugement qui intègre l'un et l'autre, qui construise du sens à l'un et à l'autre dans le monde actuel pour non seulement faire en sorte que ces visions coexistent, cohabitent, mais qu'en même temps elles produisent la possibilité de faire des projets ensemble, de vivre ensemble, faire un projet, produire quelque chose. Et ça, c'est essentiel. Toute l'école française a bien connu, lorsque les attentats de Charlie Hebdo sont survenus, a bien connu la difficulté de gestion de ce qu'a été non
je ne suis pas Charlie par rapport à l'affirmation presque de conformité que la grande majorité nationale professait et disait. Et si on n'avait pas travaillé ça au travers d'une pédagogie, on voit l'importance de l'école. C'est là que ça se situe. Pour faire en sorte qu'on passe justement de la tolérance au relativisme à un esprit disons, qui dépasse ça pour fabriquer un jugement utile, essentiel pour construire une société. Et si l'école ne fait pas ça, alors elle manque son but. Ça n'est qu'un des exemples de façon de créer des ponts entre des personnalités, des systèmes qui permettent ensuite de créer du collectif. Si je devais résumer ma pensée aujourd'hui là-dessus, il faut passer du contrôle à la confiance. Le contrôle, c'est important, ça évite les dérives, les aberrations, ça c'est tout système, toute organisation a besoin à un moment ou à un autre de contrôle. Mais la confiance, c'est beaucoup plus important parce qu'au bout du compte, elle permet de réduire la nécessité du contrôle. Et la confiance, c'est elle qui libère les énergies. C'est elle qui, parce que chacun aurait été considéré pour ce qu'il est, pour ce qu'il peut apporter, et non pas comme quelqu'un à qui il faut apporter quelque chose. Ça change le regard sur la formation, par exemple. Comme un être social qui va au travail tous les matins, qui va rencontrer des élèves, etc., mais qu'on a aussi besoin régulièrement d'interroger sur lui-même, comme être social. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il faut faire quelque chose? Est-ce que l'organisation doit avoir des formules d'accueil, d'intégration plus élaborées? Et que pense-t-il de tout ça? Voilà, c'est ça la confiance. Et ensuite, bien entendu, et ça c'est le travail des cadres, de créer les outils de mobilisation qui permettent à chacun ensuite de s'en emparer pour se développer. Je crois que la clé de notre système scolaire, partout d'ailleurs, parce que c'est une question, comme on dit techniquement, technocratiquement, de gestion des ressources humaines, mais ça va bien plus loin. C'est une gestion de l'humain pour qu'il devienne une ressource. Ce sont les outils du développement professionnel qui permettent à chacun de s'en emparer à partir de son propre désir, de sa propre conscience, d'aller de l'avant, tranquillement, avec des rythmes, des parcours, des rencontres aussi, des modes de ce qu'on appelle l'évaluation. Il en faut. Qu'est-ce que c'est que l'évaluation? C'est savoir si ce que je fais a de la valeur et si je peux lui donner plus de valeur. Et comment je fais pour lui donner plus de valeur? En gros, ce qui nous intéresse profondément aujourd'hui, c'est en effet le collectif dans la confiance et l'individu dans son développement personnel et professionnel pour que, au total, ce soit l'élève qui en profite le mieux. Parce que qu'est-ce qu'on en attend ensuite? Faire en sorte qu'on ait une compréhension de la réussite un peu autre, qu'on ne soit pas crispé sur le programme pour fabriquer je ne sais quel horizon chimérique de réussite. Non, ce qui compte, c'est l'élève tel qu'il est. Faire en sorte que chacun dans un établissement se sente plutôt bien, qu'on ait envie d'y aller. Un élève qui est en échec, souvent, c'est un élève qui n'a pas le désir d'aller à l'école. Et s'il rencontre un collectif d'adultes avec lequel il ne se sentent pas bien, où on retrouve la confiance, ça ne peut pas marcher. Voilà, c'est à ça que l'encadrement sert. Dans une relation de service, d'aide à la création de ces collectifs, de mise à disposition d'outils, de ressources qui soient évidemment généreuses, mais aussi utiles en même temps. Chacun doit faire son travail. Il ne faut pas, je pense, laisser aujourd'hui chacun devant une profusion de ressources et de... Non, il y a un minimum de classement, de propositions, de suggestions à faire. Et puis enfin, créer les conditions du partage avant l'évaluation, là encore. Nous avons introduit l'idée, qui se développera progressivement, d'une forme d'entretien professionnel régulier avec les personnels, de telle sorte que, justement, avant même de
contrôler ce qu'il fait par rapport au programme, par exemple. Un enseignant soit considéré comme un être responsable dans un établissement scolaire avec une direction, avec des collègues, et que tout ça, fasse partie aussi de son droit et de sa liberté à en parler, de telle sorte que chacun se ressaisisse de ses conclusions pour fabriquer justement des interférences, des relations à la fois très confiantes et plus stables.